On a choisi en ces débuts d'année la thématique des finances, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous allez devoir travailler sur vos budgets là, en début d'année. Et donc, on a fait appel en fait, à Guénaël pour nous partager son expérience qu'il a mis en œuvre depuis son arrivée à la commune d'Augan. Voilà, donc les enjeux autour des finances communales donc, sont importants. Et donc, au-delà de la gestion financière à proprement parler, c'est voir comment en fait les équipes en place peuvent mettre en place une posture un peu de prospective avec notamment un plan pluriannuel d'investissement, le PPI, que va nous présenter Guénaël. Nous, on a cerné dans cette expérience-là qu'elle permet de donner aux élus une vraie maîtrise de leur mandat, voilà, en priorisant ses actions, en pouvant conduire des projets. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'elle permettait d'animer une démarche collective autour des projets, c'est-à-dire comment on va associer son équipe municipale, comment on va associer les habitants, ou en tout cas, on va pouvoir les concerter autour de tout cela. Donc, nous accueillons donc Guénaël. Guénaël, je vais te donner la parole. Peut-être que tu peux nous présenter déjà rapidement ta commune pour qu'on sache un petit peu les contours. Et puis ensuite, on discutera un peu plus précisément de la gestion et de l'abord des finances communales sur votre commune. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis, bonne année. Il est encore temps de le dire. Merci à Bruded, hein, l'équipe de Bruded, d'organiser cette série de visio. Je trouve que les thématiques sont très intéressantes. Et je suis très heureux voilà, d'échanger aujourd'hui sur une expérience qu'on a donc à la commune d'Augan. Donc moi, je m'appelle Guénaël Launay, je suis maire de la commune d'Augan. Augan, c'est situé dans le Morbihan, géographiquement entre Rennes et Vannes, pour voir large. On est en bordure de la RN 24, donc on est une commune rurale, mais pas une commune enclavée. On va dire on a facilement accès à Rennes, mais on n'a pas été impacté non plus par les 30 dernières années d'urbanisme dans les couronnes très rapprochées de Rennes ou de Vannes. On est assez préservé à ce niveau-là, mais on est aujourd'hui pas loin de Rennes ni de Vannes. Voilà, le nombre d'habitants à Augan est de 1600. Nous avons deux écoles sur la commune qui rassemblent à elles deux 175 enfants, deux écoles primaires. On a deux zones artisanales, petites zones artisanales pilotées par la Comcom. On a également une médiathèque. Voilà, pour faire le tour rapidement, on a aussi quelques commerces, la chance d'avoir des commerces voilà, qui se sont maintenus sur la commune, les commerces de base. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt on est une petite commune, mais plutôt une commune assez dynamique. Alors, le bassin de vie de la population d'Augan est plutôt orienté vers Pleuhermel. On fait partie de la communauté de communes Oustabrosseliande Communauté. On est à la frontière de cette communauté de communes, mais la population en fait est plutôt tournée vers la ville de Pleuhermel, dans laquelle voilà, on trouve tous les services et toutes les activités associatives ou sportives en lien, par exemple, avec les enfants et les écoles, le collège et lycée. Donc on va dire, moi, je suis un jeune maire dans le sens où, avec une jeune expérience, parce que j'ai été élu en 2020, c'est mon premier mandat. C'est même mon premier mandat tout court, puisque je n'étais pas conseiller municipal avant. Donc voilà, j'ai découvert les finances de la commune et le fonctionnement des collectivités voilà, pendant ces 3 dernières années. L'équipe aussi, l'équipe du conseil municipal est aussi une nouvelle équipe de jeunes élus qui n'étaient pas expérimentés non plus sur des expériences précédentes, parce que sur 19 élus, il y a 15 élus de la majorité, 4 élus de la minorité. Sur les 15 élus de la majorité, en tout cas, seule une élue avait déjà été élue avant, et autrement les 14 autres sont nouveaux. Donc c'est vrai on est parti, donc avec cette nouvelle équipe, et ça joue, je pense, aussi dans le fait, dans la façon dont on a
aborder cette question de gestion des finances. Donc, notamment au niveau des formations. Donc, pour entrer dans le vif du sujet sur les finances, effectivement, début de mandat, moi, mon expérience sur les finances se limite en tout cas à des expériences professionnelles que j'avais eues. Moi, j'ai travaillé en fait dans le milieu de la radio, à Radio France et Radio France Internationale, sur du pilotage de projets d'aide au développement des radios, notamment beaucoup en Afrique. Alors, j'avais l'habitude en fait de piloter, de gérer des budgets qui étaient en lien avec des projets, donc de la mise en œuvre de budgets sur des actions. Mais c'est vrai que je n'avais pas d'expérience de gestion d'un budget municipal, encore moins, mais même pas une vraie expérience de budget d'entreprise. Donc moi, dès le début, je me suis dit qu'il fallait que je me forme pour bien comprendre un peu les mécanismes du fonctionnement du budget et des finances municipales, et puis pour savoir aussi où est-ce que nous en étions à la prise de fonction au niveau des finances de la commune, pour faire un état des lieux au début du mandat. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que vous arrivez, vous êtes une nouvelle équipe, Oui, vous avez tout à découvrir, voilà. ouais, tout à fait. Pas vraiment d'expérience au niveau des finances, même si vous dites que vous avez déjà géré des budgets quand même, donc voilà. Mais en tout cas, la prise de conscience que les finances communales, elles s'abordent différemment que des finances d'activité ou des finances d'entreprise. Et donc, vous vous dites, et puis savoir un peu avoir un état des lieux de quoi vous héritez, quelle est la situation financière de la commune. Et donc, à partir de là, vous suivez une formation, donc vous allez nous en parler, qui vous permet de répondre à toutes ces questions que vous avez, quoi. C'est ça? Tout à fait. Et puis également des questionnements au début de mandat par rapport à un programme de la campagne électorale qu'on avait porté. Et voilà, le besoin quelque part de valider financièrement, en tout cas de commencer la validation financière du programme qu'on avait annoncé. Donc, il y a aussi cet objectif de comment on met en œuvre son programme. C'est ça. Et donc, mettre en œuvre son programme, c'est effectivement initier des dépenses et des projets. Donc, c'est aussi cette corrélation. D'accord. Donc, vous suivez une formation. Tout à fait. Donc, j'ai suivi une formation dont j'ai oublié le titre, mais c'était une formation de base sur la compréhension des finances d'une collectivité, formation à la création à la composition des budgets avec la RIC. Donc, ça se passait sur 2 jours, en 2 sessions, deux fois une journée. Donc le formateur, pour le dire, s'appelait Johan Legendre, qui est un DGS en fait, qui a une grosse maîtrise, une très bonne maîtrise des finances d'une commune. Donc 2 jours de formation, voilà, pour aborder toutes les questions financières, et notamment voilà, comprendre les budgets, comprendre les mécaniques, quelques mécanismes de base de la comptabilité, et comprendre aussi comment on peut, grâce à différents indicateurs, se projeter en fait sur un mandat, et créer un plan pluriannuel d'investissement, un PPI, pour avoir une prospective financière sur l'ensemble du mandat. Donc voilà, moi j'ai beaucoup appris en fait en 2 jours. J'ai été vraiment très étonné enfin, c'était vraiment une formation de très bonne qualité. Et puis j'ai demandé en fait au formateur qui faisait des formations, qui est indépendant en fait, qui est un indépendant. À la fois il est embauché dans une collectivité en tant que DGS, mais il a demandé à sa collectivité de lui permettre d'intervenir comme ça sur des formations en indépendant, et aussi des conseils, de l'accompagnement sur certaines communes. Donc je sais il le fait sur plusieurs communes. Donc moi, je me suis dit, en l'écoutant et puis en ayant aussi sympathisé avec ce formateur, que voilà, ce serait important. C'est à partir de cette formation que je me suis dit que ce serait vraiment important de faire cet état des lieux des finances de la commune. On était déjà à un an après l'élection.
Donc, sachant que bon, le mandat a démarré un peu de façon compliquée, puisqu'il y a eu le Covid, prise de fonction, élection au mois de mars, prise de fonction au mois de mai ou juin. Et puis, bon, avec tous les aléas du Covid, ça a quand même voilà, freiné le démarrage des mandats. Donc, bon, moi, cette formation, je n'ai plus les dates en tête, mais je pense que je l'ai faite un an après mon élection, parce que je ressentais ce besoin-là d'une meilleure compréhension des finances. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un état des lieux des finances de la commune et qu'on puisse travailler justement sur ce PPI pour se projeter sur les investissements du mandat, avec une D'accord. dimension, avec une dimension, comme le disait Cécile, euh, que je sentais possible je sentais possible de rendre ça, de vulgariser et de rendre ça abordable par les autres conseillers, en fait. C'est plus abordable que, par exemple, un plan comptable. Donc, et puis, on est plus dans l'esprit on va dire, des finances, des intérêts des conseillers municipaux qui, eux, sont plus intéressés par le point de vue financier de la commune que comptable, quoi. D'accord. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai sollicité Johan Legendre pour lui demander s'il pouvait venir faire une prestation sur la commune pour faire cet état des lieux et qu'on fasse et ce PPI, et avec l'idée que ce soit aussi partagé collectivement avec les autres conseillers municipaux. Si je comprends bien, parce qu'effectivement, en préparant cette intervention, et là, vous le dites bien, vous vous formez, vous prenez conscience de l'importance de ce sujet-là, vous faites appel donc au prestataire qui va vous faire un audit des finances, mais avec en toile de fond le fait d'y raccrocher le reste de votre équipe. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous pourriez effectivement, avec une question assez comptable, faire venir un prestataire qui fait un audit et puis vous continuez comme ça. Là, l'idée, c'est qu'il vous accompagne à proposer un outil, donc le fameux PPI, plan pluriannuel d'investissement, qu'on va décrire un peu après, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, que cet outil-là vienne pour emmener toute votre équipe avec vous et prendre vraiment conscience de ces éléments-là. Donc, ça veut dire que une fois qu'il a réalisé cet audit-là, il vous propose de consulter les élus, ou voilà, vous avez la base qui est l'audit, et ensuite, pour pouvoir construire le PPI, il vous propose de solliciter le reste des élus pour abonder des projets. C'est ça? Oui, bah oui, oui, il y a eu une première étape où effectivement lui a étudié les dernières années financières de la commune, et puis on a eu quelques réunions, on va dire là où était impliqué le secrétariat, et puis la commission finance, quelques élus, pour construire les bases de cet état des lieux et pour le peaufiner. Et puis, effectivement, on a ensuite, de façon plus large, organisé 2 réunions, il me semble, où on a travaillé. Alors, on a organisé une réunion sans Johan Legendre, pour nous, au sein du conseil municipal, on va dire, repréciser les projets, en lien avec les projets qu'on avait portés pendant la campagne municipale. Donc, un an après, on refait un point sur ces projets portés pendant l'élection, en se posant la question de savoir s'ils sont toujours pertinents. Est-ce que depuis un an, on a identifié d'autres projets qui seraient importants? Et donc, on a refait, on va dire collectivement, au sein du conseil, cette liste, basiquement, hein, une liste de projets qu'on souhaitait mener pendant le mandat. Et on a aussi évalué un chiffrage de chaque projet. Alors, ça se fait, ce chiffrage-là, on l'a fait à la louche, de façon large, voilà, pour pouvoir intégrer ces éléments-là, liste des actions à mener, des projets, et chiffrage prévisionnel de ces projets. Donc, on a fait ce travail, on va dire, en comité, en conseil municipal. Et puis derrière, on a travaillé on a fait aussi en conseil municipal, plus Johan Legendre, le travail de construction du plan pluriannuel, dans lequel est listé tous les projets, le chiffrage prévisionnel, et également notre capacité à aller chercher des subventions sur chacun des projets. Donc, d'évaluer, par exemple, que sur le projet, par exemple, restaurant municipal, nous serions en capacité, avec le département, la région et puis la DETR, par exemple, d'aller jusqu'à 60% de subventions. Donc, on a intégré aussi tous ces éléments-là
dans le PPI, sur du prévisionnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Il ne faut pas que je me perde. Non, mais on voit bien en tout cas les étapes, c'est-à-dire que ça va devenir un outil pour pouvoir réaliser vos projets du mandat. C'est ça. Tout à Donc, fait. vous avez repris la liste de tous les projets sur lesquels vous aviez fait campagne, revérifier s'ils sont, entre guillemets, toujours à l'ordre du jour, parce qu'une fois qu'on a fait déjà une première année de mandat, on commence à réaliser qu'il y a peut-être d'autres priorités qui émergent, que certains des Oui. projets sont peut-être à évoluer. En tout cas, vous refaites un état des lieux de c'est quoi nos projets, c'est quoi qu'on a envie de mettre en place. Et puis ensuite, vous les intégrez dans votre fameux plan pluriannuel en essayant déjà de pré-budgéter. On est bien d'accord que vous n'êtes pas au centime près, mais d'avoir un peu des grosses fourchettes avec Mhm. des possibilités ou non de financement, ce qui va pouvoir induire à un moment ou à un autre la possibilité d'aller engager la concrétisation de ce projet-là. C'est ça? Tout à fait. Tout à OK. fait. Et avec, dans ce travail-là, sur le PPI avec Johan Legendre, en fait, il en ressort de façon assez simple deux indicateurs très forts que tout le monde peut comprendre, en fait, sans avoir des notions financières très, très poussées. Et c'est ça qui intéresse les élus aussi, c'est de comprendre avec l'état des lieux là où nous en sommes en termes, au niveau de l'endettement, et donc de sortir notre capacité de désendettement, c'est-à-dire en combien d'années la commune peut se désengager de tous ses dettes. Premier indicateur important, capacité de désendettement et niveau de la dette. Et puis, deuxième indicateur important, c'est l'épargne brute. Alors, l'épargne brute, c'est effectivement ce que dégage chaque année la commune de son budget de fonctionnement et qu'elle va basculer sur son budget d'investissement. Donc, l'intérêt d'avoir notamment de cet indicateur de l'épargne brute, c'est qu'il vient aussi formater un peu le budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on crée ce PPI, on s'engage à mettre en œuvre des projets, on a cette feuille de route financière, et cette feuille de route financière, elle est basée à la fois sur l'état des lieux de la dette, où nous en sommes au niveau de la dette, là en 2021, mais aussi ce que nous allons dégager sur les 5 ans à venir du mandat comme épargne brute annuellement. Donc, par exemple, je vous donne le chiffre, à Augan, on a fait des prévisions sur une prévision, un scénario à 200 000 euros d'épargne brute chaque année qui est dégagée du budget de fonctionnement et qui sera basculé au budget d'investissement, ou un scénario à 250 000 euros par an. Et donc, ça nous permet voilà, de dégager une certaine capacité d'investissement sur l'ensemble du mandat. Donc, cet indicateur-là, finalement, il est vraiment le fil conducteur aussi de la conduite et de la gestion du budget de fonctionnement, parce que voilà, c'est celui qu'on regarde chaque année et sur lequel, on va dire, voilà, on fait attention chaque année à dégager cette épargne brute pour pouvoir respecter la feuille de route qu'on s'est fixée dans le PPI, quoi, dans le plan pluriannuel d'investissement. Donc, ça veut dire qu'en étant économe au quotidien, vous dégagez en fait des possibilités de pouvoir investir dans vos projets, quoi. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, bon, par exemple, il y a des années où il peut y avoir des imprévus. Notamment, par exemple, nous, cette année, on a eu, enfin l'année dernière, en 2023, on a eu des imprévus RH qui ont généré plus de dépenses au niveau RH et qui vont, je sais pas, générer par exemple 50 000 euros de plus de dépenses RH à l'année parce qu'on a eu voilà, arrêt maladie, remplacement par quelqu'un du CDG, ça coûte plus cher, etc. Donc ça, eh bien, là, j'ai pas encore le compte administratif de l'année 2023, mais cet élément-là des finances de l'année 2023 va venir peut-être impacter l'épargne brute, le fil conducteur à 200 000 qu'on s'est fixé pour chaque année. Et à ce moment-là, en tout cas, on est en mesure de se dire, bon, bah mince, là, cette année, on a par exemple 50 000 euros, on n'a pas réussi à faire une épargne brute à 200 000 euros, on n'est qu'à 150 000 euros d'épargne brute. Donc, on sait d'autant plus que ça va venir impacter l'investissement. La Donc, ça réalisation de vos permet aussi projets, quoi. voilà, même si quelquefois on n'est pas tout à fait, on peut être au-dessus l'épargne brute, en dessous l'épargne brute, mais voilà, on peut maîtriser l'impact derrière sur les investissements. D'accord. Vous parlez là, vous nous avez donné un exemple, voilà, vous avez fait des prévisionnels autour d'épargne brute entre 200 000 et 250 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un total de budget de façon à ce qu'on voie un peu le pourcentage, en tout cas, d'épargne brute par rapport à votre budget total?
C'est des questions Alors, on est qui sur sont en un train de budget creuser. de fonctionnement qui est de 1,1 million. D'accord. Ce qui permet de faire un peu le 1,1 prorata, million, voilà, c'est oui. de vous situer un petit peu. Vous parliez aussi de l'endettement et donc du taux d'endettement. Est-ce que vous avez des préconisations autour des taux d'endettement qui sont particuliers ou pas? Alors nous, c'est vrai que donc en prenant le mandat, on a quand même et faisant cet état des lieux des finances de la commune, on a eu la bonne nouvelle de s'apercevoir qu'on était en très bon état financier, dans de très bonnes conditions. Donc on le savait déjà, mais cet état des lieux est venu le confirmer. Donc à la fois avec une petite réserve, un trésor de guerre en trésorerie, et puis également une capacité de désendettement de seulement 1 année et demie, donc voilà, ce qui signifie une commune très peu endettée. Donc voilà, c'est venu confirmer aussi que on avait la capacité de s'endetter pour aller monter des projets. Et j'ai oublié votre question, mais je ne sais pas Non, si c'était c'était. autour des taux d'endettement. Oui. Voilà, ouais. Oui, donc nous, on était dans une situation très favorable, en tout cas par rapport à l'endettement. Donc ce qui permet voilà, d'autant plus de se projeter avec des investissements plus conséquents sur le mandat. Mais je pense que, enfin moi je me dis aussi que si une commune faisait un état des lieux financier comme ça et se rend compte qu'effectivement elle est sur des capacités financières prospectivement qui peuvent être faibles, bon, bah, c'est important aussi de le faire parce que ça permet d'argumenter politiquement aussi de l'état financier dans lequel on se trouve et du pourquoi, par exemple, on doit attendre ou on ne peut pas s'engager sur tel ou tel projet. Oui. Je vois qu'on va arriver au terme de la présentation officielle et puis il y a déjà quelques questions qui arrivent. On voit bien que là, les uns et les autres ont besoin de précision. On va conclure justement par les éléments là, justement les clés de réussite de la démarche. Vous étiez en train de le dire, ça vous donne en fait, en tout cas, non seulement un fil conducteur, mais aussi une façon de pouvoir argumenter auprès du reste de vos élus. Est-ce que vous voulez nous partager un peu plus en détail justement les éléments positifs en fait de ces démarches-là, ce que vous en retenez? Les éléments positifs, oui, c'est qu'effectivement, la majorité du conseil municipal ont pris conscience en fait de l'état financier dans dans lequel on était avec ce travail. Plus on fait ce travail de prospection, donc on pris conscience du cadre, on va dire, de la feuille de route financière dans laquelle on se trouvait pour le mandat, même si tous les élus ne sont pas dans les détails, mais quand même, ça permet de prendre conscience de tout ça. Et puis, cette feuille de route, en fait, du plan pluriannuel d'investissement, on la met à jour chaque année. Donc, c'est en lien avec le budget, le travail sur les budgets prévisionnels chaque année. Donc, ça permet de refaire un rappel de là où on en est, de constater là où on en est sur notre feuille de route d'investissement. Et donc c'est un vrai, en tout cas, c'est un vrai outil qui nous guide et qui appuie politiquement le fait qu'on puisse faire ces projets-là ou qu'on ne puisse pas les faire, ou pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de ne pas le faire voilà, en lien avec les finances et d'autres critères politiques, on va dire, mais en tout cas, le PPI vient appuyer voilà, le fait que des projets puissent être faits ou pas faits. Et donc ça, je trouve que c'est important parce que c'est vraiment, ça facilite vraiment l'appréhension des finances par l'ensemble du conseil municipal et la question financière n'est plus une difficulté, quoi, quelque part, parce qu'elle est clarifiée et donc pour tout le monde. Et donc voilà, moi je sais que voilà, on fait cette mise à jour chaque année et on y revient souvent. Quand on parle d'un projet, on avait programmé dans le PPI 200 000 euros sur ce projet et prévu 30% de subvention. Or, là, vous voyez que on va réussir à avoir 50% de subvention avec les démarches qu'on a réalisées. Donc, on peut aller même un peu plus loin dans notre investissement sur le projet. On peut aller jusqu'à 250 000. Ça tombe bien parce que le projet qui a été présenté par l'architecte, par exemple, est chiffré à 250 000. Donc, là où on pouvait se poser les questions, ah ben non, mais 250 000, c'est trop parce que c'est peut-être 200 000. Eh bien non, parce qu'on a la visibilité aussi, on va avoir plus de subventions, donc le reste à charge sera moindre, donc ça rentre dans le PPI. Et donc c'est C'est vraiment un un outil, vrai outil de pilotage oui, de vos c'est un vrai projets outil concrètement. ouais.
sous le regard des finances. Et effectivement, on voit bien la différence entre vous parliez de la gestion financière et puis la gestion comptable, où là, effectivement, elle est vraiment au service de vos projets, quoi. Je retiens aussi dans les échanges qu'on avait eus pour préparer votre intervention qu'une des réussites, ça a été aussi de se former pour prendre conscience de tout ça et puis de se faire accompagner. A Oui, priori, c'était un levier important. oui. Ah oui, tout à fait. Ben, moi, c'était indispensable pour moi, en tout cas. Puis je vois que l'intervention, ensuite, se former, plus la demande d'intervention de Johan Legendre dans la collectivité, ça a permis de former aussi, en tout cas de vulgariser certaines choses au niveau de l'ensemble du conseil. Et alors, pour vous dire aussi, donc, moi, j'ai demandé à Johan Legendre de revenir, en fait, là, sur le budget 2024 parce que on a fait la mise à jour et le suivi du PPI, mais comme on a des gros projets qui arrivent, on a certaines questions ou doutes sur, notamment sur nos emprunts à venir. Et puis, on souhaiterait avoir vraiment une visibilité précise sur les 2 dernières années du mandat. Donc, même si nous avons fait cette mise à jour, voilà, on redemande à Johan Legendre de venir faire cette intervention-là avant le budget pour avoir une projection très précise sur les 2 prochaines années, les 2 dernières années du mandat. Et, J'allais vous demander d'ailleurs justement si vous étiez autonome avec vos outils ou pas. A priori, vous mettez à jour vous-même, oui, donc la commission finance, oui, votre PPI, mais malgré tout, là, pour avoir un regard global pour finaliser votre mandat, vous nous faites revenir. C'est ça? oui, tout à fait. Et c'est l'avantage aussi d'avoir fait appel à un indépendant, plutôt qu'un cabinet, type cabinet, j'ai plus les noms, mais il y a des cabinets qui font des états des lieux financiers, des collectivités. Bon, déjà, les cabinets, c'est plus cher. Par exemple, pour vous dire l'intervention, j'ai plus le chiffre de l'intervention de Johan Legendre au début du mandat, mais je pense qu'on était aux alentours de 2 000 euros. Et là, sa nouvelle intervention est à 1 500 euros. Et donc, bon, au vu de tout ce que ça permet de planifier au niveau des finances et d'économiser parce qu'on est mieux organisé au niveau des finances, c'est vraiment pas cher. Et puis, le fait que ce soit un indépendant aussi, effectivement, il nous a donné des outils et il nous a formé aussi à utiliser ces outils. Donc, voilà, on est sur des démarches, lui, il est formateur, donc il est sur des démarches de partager, de vulgariser toute cette maîtrise des finances, parce que, voilà, alors que c'est le fonds de commerce des cabinets, donc ils sont un peu moins partageurs, je pense. Hein, j'ai pas non plus beaucoup d'expérience là-dessus, mais je pense sur leurs outils, quoi. J'anticipe une question qui n'a pas été posée, mais qui va l'être peut-être. Une idée du coût de la prestation pour vous l'avez en De, tête? oui, donc Johan Legendre, il me semble qu'au début du mandat, c'était environ 2 000 euros. État Mm. des lieux plus accompagnement à la construction du PPI. Et puis là, ce point qu'on va faire cette année, c'est 1 500 euros. D'accord, voilà, ça donne un petit peu des éléments Mm. aussi. Euh, pour terminer, avant de passer aux questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont en train d'être posées, on a bien vu que c'était positif, encourageant. Vous avez peut-être des points de vigilance aussi à nous partager, euh, voilà, par rapport à Oui, votre alors, expérience. oui, on s'était dit en préparant, effectivement, un des Mm. points de vigilance, c'est que on avait commencé en 2022, sans doute très motivé par cet aspect partage des finances au niveau du conseil. On est parti sur la construction d'un budget de façon très, très collective. Et donc, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réunions. Donc, bon, d'un côté, ça permet aussi à chaque conseiller de progresser. Mais après coup, on s'est dit qu'en fait, on en a fait un peu trop, que c'était un peu trop lourd. Il y a certains conseillers qui n'étaient pas intéressés pour rentrer dans un niveau de détail très élevé, qui étaient en confiance par rapport à la gestion des finances. Et donc, que ce n'était peut-être pas la peine chaque année d'aller sur une construction hyper collective du budget. Donc voilà, cette année, on a un peu réduit nos nombres de réunions et la commission finance travaille sur la construction du budget et va le présenter. Et, on va avoir comment on appelle ça, un débat d'orientation budgétaire au mois de février, mais de façon collective au niveau du conseil. Mais voilà, on a freiné un peu sur le nombre de réunions pour travailler sur les finances. À la fois, c'était important d'associer tout le monde au départ de façon à ce qu'il y ait une Oui, prise de connaissance et une montée c'est en ça. compétences. Malgré tout, ensuite, dans l'actualité, vu que
le PPI fait de la gestion au long cours et une étude de référence, peut-être pas la peine d'associer à chaque fois à reconstruction, à la réactualisation, toute l'équipe, quoi. Ça veut dire que C'est vous ça. travaillez en équipe réduite, c'est-à-dire pour pouvoir actualiser le PPI? Alors oui, pour actualiser le PPI, c'est une équipe, c'est bon, le secrétariat et puis deux élus de la commission finance qui font cette D'accord. mise à jour. Oui, je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Est-ce que vous avez encore autre chose à nous représenter ou est-ce que on demande aux uns aux autres de poser leurs questions et auquel cas ça alimentera encore et précisera vos propos? Oui, non, je pense qu'on peut partir sur les Ouais, questions. ok. Je peux en citer déjà quelques-unes et puis après peut-être vous demander aux uns aux autres de les poser. Myriam Tréhin de la Chapelle-Thoireau, je pense, essaie de bien situer votre contexte et pour pouvoir peut-être extrapoler sur sa commune. Elle vous pose la question sur le nombre d'agents, et notamment en équivalent temps plein pour avoir faire les liens avec justement votre budget de fonctionnement, j'imagine. Et puis s'interroge aussi sur les équipements existants à part les écoles et la médiathèque que vous aviez évoquées. Voilà, je pense qu'elle veut comprendre un petit peu Oui, les contours de la commune. ok. Donc on a 11 agents à plein temps sur la commune, 2 personnes et demie au secrétariat ou 2,6 plein temps au secrétariat, 3 plein temps au niveau des services techniques. Il y a 2 ATSEM à 80% chacune au niveau de l'école publique. Il y a une médiathécaire. Il y a également une médiathécaire qui est à 80%. Il y a également personnel périscolaire et entretien et ménage des locaux de la commune. On est sur 3 plein temps, plus, on va dire, les interventions ponctuelles, enfin, des contractuels pour la cantine le midi. Voilà, en gros, 11 plein temps, 13 personnes en tout, 11 équivalents plein temps. D'accord, voilà, ça donne un petit peu une idée. Et la deuxième Voilà. question était autour des équipements existants. Équipement existant, Savoir ce donc que vous- donc c'est ça. On a Ouais, une école publique, 2 ATSEM avec 4 classes, 84 enfants. On a une garderie voilà, qui peut accueillir jusqu'à 40 enfants le soir et le matin. On a également donc la cantine scolaire. Cantine scolaire, pas en régie, on est justement en DSP avec un prestataire en liaison froide. On a un projet pour passer en régie là, qui est en train de se construire, un restaurant scolaire municipal. Euh, donc cantine le midi, il y a en moyenne 110 enfants à manger à la cantine chaque jour. En infrastructure, autrement, on a un local service technique, un terrain de foot, un terrain de tennis. Euh, qu'est-ce que j'oublie ouais, des c'était pour avoir salles, un peu l'idée de faire les liens justement avec vos charges de fonctionnement, en fait, en tout c'est cas, de ça. dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, Voilà, d'accord. en salle aussi, juste rapidement, une salle multifonction, une plus petite salle qui s'appelle la salle du foyer. On a aussi un gymnase. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien équipé voilà, pour une commune de 1600 habitants, on a les équipements dont on a besoin. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est vraiment pour arriver à situer qu'est-ce qu'on peut Oui, dégager ouais, ouais. par rapport à ce qu'il faut qu'on dépense. Voilà. A priori, j'ai fait poser les questions qui étaient présentes dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et poser une question en direct? Pas le moment le plus facile, mais ou sinon vous pouvez poser les questions dans le chat et puis je les retransmets aussi. Oui, Régine, allez-y. Oui, vous m'entendez? Là, j'ai un casque qui est particulier, mais je ne sais pas si on Mais on m'entend. vous entend bien, il n'y a pas de souci. Parfait. Allez-y. Oui, moi j'avais une question au niveau de l'accompagnement pour les subventions. Parce que clairement, Oui. tout ce qui a été décrit me paraît très cohérent et on essaye, je pense, un peu tous de faire pareil, peut-être
Bon, enfin, je ne sais pas le niveau de précision, mais ça ressemble beaucoup à ce que nous, on essaye de faire sur la commune de La Chapelle-Fort-Haut, en Ille-et-Vilaine. Par contre, c'est les subventions. Ça reste toujours le casse-tête. Bon, on a des agents, mais qui ne sont pas forcément tous disposés ou en capacité de faire. Donc, on est toujours à la recherche des subventions. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le point le Oui. plus incommodant pour pouvoir faire aboutir nos projets, parce que c'est où aller les chercher. Et je voulais savoir si votre prestataire vous avez vraiment accompagné sur ce point-là précisément. Alors non, non, il ne nous a pas accompagnés sur la recherche ou le montage de dossiers pour les subventions. Alors chez nous, comment ça se passe? Alors on est dans un contexte, on est dans le Morbihan, on est une commune en ZRR là, et donc on a déjà 35% d'office d'aide aux investissements par le département. Donc ça, c'est des subventions qui sont très faciles à obtenir. Bon, ça s'appelle le PST, Programme de Solidarité Territoriale, je crois. Donc c'est quasiment, donc effectivement, au début d'un projet, on sait que de toute façon, on va avoir 35% de subventions du département, qu'ils s'inscrivent dans ce PST ou dans d'autres cases de subventions du département, je ne sais pas, sur la mobilité douce ou autre sujet. Donc ça, c'est une chose. Les dossiers demandés au département, par le département sont très simples. Vraiment, ils travaillent là-dessus. Enfin, c'est un des enjeux du département qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire ils veulent que ce soit facile pour les communes de demander des subventions. Donc ça, c'est important. 35% systématique, c'est bien. Donc ensuite, alors sachant que sur une année, par exemple, on peut aller jusqu'à 750 000 d'enveloppe de demande de subvention au niveau du département. Donc 35% sur 750 000. Et quand on a un projet qui dépasse ces 750 000, par exemple, on a un projet de restaurant municipal qui va chiffrer à 1,1 million hors taxe, on dépasse les 750 000. Et puis, on a d'autres investissements aussi au cours de ces années-là qui viennent impacter cette enveloppe maximum de 750 000. Et donc, le département accepte d'étaler sur une année, sur 2 années, voire 3 années. Donc, c'est très confortable. Ils sont très, très, très facilitateurs, facilitants pour les subventions. Donc, ça, 35%. Ensuite, les leviers qu'on a, enfin, les subventions qu'on peut identifier, c'est la DETR. Chaque année, une DETR potentielle, mais ça, effectivement, il faut aller la chercher. Donc, DETR, subvention au niveau de la préfecture. Ensuite, on a aussi des subventions régions qui sont plus rares, on va dire. Si on arrive à avoir une grosse subvention région sur tout un mandat, on est déjà bien. Bon, en tout cas, l'environnement, on va dire, il est majoritairement là-dessus. Et puis après, il y a des subventions ponctuelles qu'on peut aller chercher à l'ADEME, qu'on peut aller chercher, par exemple, sur le fonds vert, là, un nouveau fonds vert, mais qui est géré aussi par la préfecture, ou la DSIL, DSIL, la préfecture également, mais qui sont en lien avec la DETR. Généralement, on ne peut pas avoir les deux. Enfin, bon. Donc, au fur et à mesure, en tout cas, on a compris un peu l'environnement des subventions qu'on pouvait aller chercher. Après, l'enjeu, c'est effectivement, comme vous disiez, de s'organiser, de réussir à s'organiser au niveau du secrétariat et des élus pour aller les chercher. Alors, il faut savoir que nous, alors moi en fait, j'avais des vraies compétences là-dessus, que j'ai apprises pendant mes expériences professionnelles sur montage de dossiers et montage de budget prévisionnel et narratif pour aller argumenter et construire ces dossiers pour chercher des subventions. Donc c'est vrai que au début du mandat, c'est principalement moi qui me suis collé à construire ces dossiers, quoi. Une fois que j'ai compris les finances et puis l'environnement des possibilités de demande de subvention, forcément avec de l'aide du secrétariat, mais c'est moi qui quand même impulsais le fait d'être dans le bon timing, parce qu'il y a vraiment un enjeu d'être dans le bon timing pour ne pas rater des subventions. D'où l'intérêt du PPI aussi, parce qu'il permet de planifier sur du pluriannuel. Donc, on sait que l'année prochaine, on a planifié un investissement. Donc, par exemple, il va falloir, ce serait bien qu'on aille chercher une subvention DETR dont la deadline est fin janvier, et donc anticiper à la construction du dossier. Bon, gestion de cette dynamique-là, effectivement, n'est pas simple, et c'est vrai que c'est moi qui l'apporte.
Après, au fur et à mesure, on s'est retrouvé plusieurs élus à être en capacité de faire le narratif sur les dossiers de demande de subvention. Et aussi aujourd'hui, le secrétariat, moi je travaille en lien avec le secrétariat et une élue pour aller construire les budgets des demandes des subventions. En tout cas, si je comprends bien, c'est que le PPI, vu que vous avez déjà programmé, anticipé en tout cas certains projets, ça vous permet en tout cas de pouvoir être réactif aussi, peut-être quand à des moments il y a peut-être des appels à projets ou des choses comme ça, vous avez déjà en tête les projets que vous voulez mener et peut-être aller un petit peu plus vite aussi. Vous parliez là de délais des fois qui sont un peu courts et donc de pouvoir être réactif et puis pouvoir le lancer. Malgré tout, être au point sur le budget prévisionnel de cette opération, qui est déjà intégré dans le PPI, et puis l'aspect narratif, comme vous le dites, d'argumenter en faveur de son projet dans le dossier aussi. Ouais. Okay. Et alors, il y a un point aussi qui me semble important, parce que je n'ai pas d'expérience, moi, de comparaison par rapport à des méthodes de recherche de subventions dans d'autres collectivités. Moi j'ai un peu hérité de ma méthode de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que, en fait, on anticipe, en fait, on n'attend pas que le projet soit ficelé dans les moindres détails pour aller demander les subventions, voire même c'est la demande de subvention qui déclenche le travail sur le projet. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les dossiers de demande de subvention, hein, même au niveau de la DETR, hein, on les dépose avec un narratif politique, l'intention politique de la municipalité, qu'est-ce qu'on souhaite faire concrètement, qu'est-ce qu'on envisage de faire concrètement, en prévisionnel, hein, même le narratif est du prévisionnel, et puis avec un budget aussi prévisionnel que l'on a évalué, alors soit avec des devis qu'on a quand même un peu rassemblés avant, ou soit qu'on évalue à la louche de façon assez large. Et en fait, on dépose des demandes de subvention avec ces dossiers-là. Donc, ce qui permet ensuite d'avoir, par exemple, une DETR. Par exemple, sur le restaurant municipal, on a eu une DETR qui a été validée avec une subvention de 300 000 euros, 310 000 euros sur un budget d'1,1 million. Donc, on l'a su, mais bien en amont du travail sur l'APS avec l'architecte ou l'APD. On n'avait même pas encore embauché l'architecte. Et en fait, le fait d'avoir cette subvention, de l'avoir eue, ça, c'est venu viabiliser le projet, mais vraiment de façon très très forte, d'un point de vue politique, parce qu'on avait de l'opposition politique qui était défavorable à ce projet-là. Et donc le fait d'afficher, oui, mais écoutez, on a déjà 310 000 euros de subvention, plus on va avoir 35% du département, donc on a déjà 70% du financement du restaurant municipal. Donc ça vient vraiment politiquement appuyer la construction des projets par la suite. Et moi, j'ai cru remarquer qu'il y avait des communes qui faisaient pas l'inverse, mais en tout cas qui d'abord construisaient le projet, d'abord embauchaient l'architecte, faisaient leur APS, leur APD, et à partir de là, allaient chercher des subventions. Et je trouve que notre méthode là est plus agile et plus souple et plus efficace, dans le sens aussi où, en fait, entre le moment où on a, par exemple, sur la DETR, et généralement toutes les subventions, département ou région, la notification de la subvention, on a 2 ans, en fait, pour mettre en œuvre la première pierre. Le démarrage de la construction. Donc, ces 2 ans-là, en fait, nous laissent le temps pour aller travailler le projet avec un architecte et lancer l'embauche des artisans, etc., et lancer la mise en œuvre du projet. Et donc, je trouve que, voilà, donc moi, je ne connais pas les habitudes de d'autres communes, mais j'ai observé quand même dans d'autres témoignages que je trouve qu'il y avait tendance à trop attendre que le projet se précise pour aller demander des subventions. Et puis, quand on n'attend pas que le projet se précise pour aller demander des subventions, ça nous laisse d'autant plus une chance supplémentaire de la demander l'année prochaine, l'année suivante. Parce qu'on D'accord. est moins dans un timing pressé, parce qu'on a commencé à travailler avec l'architecte, etc. Donc, on décale un peu les choses, mais voilà. Bon, c'est intéressant en tout cas ce que vous dites, c'est d'oser lancer des demandes de subventions alors qu'on n'a pas tout à fait bouclé notre projet. Et de plus, si tant est qu'on ait des réponses positives, on a en argumentaire le fait d'avoir déjà des financements acquis, ce qui permet de pouvoir continuer. Et si on a une réponse négative, on peut la retenter l'année d'après. C'est ça. C'est ça. Si je résume. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question? Parce que je vois le temps qui passe et il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Il y avait une question dans le chat autour de justement la hauteur des subventions pour le projet de restauration, mais vous l'avez présenté, donc très bien. Il y a une autre question qui n'est pas tout à fait avec les finances, mais qui dit pourriez-vous nous donner vos contacts pour le projet de restauration scolaire? Alors peut-être qu'on peut bifurquer un peu des finances jusqu'à un partage d'informations. Oui, bah je vous les donne là maintenant en direct. Si vous voulez les partager, oui. J'imagine que de toute numéro... façon, sinon... Oui, allez-y. Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 06. Non, c'était pas ça, c'était les contacts pour le projet, c'est-à-dire pardon. Oui. On partagera effectivement les coordonnées des élus. Quand des élus nous les demandent, effectivement, on les repartage, on le dirige. Là, non, c'était plus... alors, est-ce que la question précise était, pourriez-vous nous donner vos contacts? Alors, est-ce que c'était avec qui vous travaillez? Moi, je l'ai compris comme ça, mais est-ce que c'était la question? Ouais, on a travaillé avec une personne qui très importante sur le projet. C'est un monsieur qui s'appelle Patrick Poussard, qui est du cabinet CF2P. Je vous donne son nom parce que nous, on a travaillé ces 2 dernières années avec lui, sauf qu'il est arrivé à la retraite et il a un successeur avec qui, là, on commence à travailler, nous, pour la suite du projet, qui s'appelle Monsieur Rod, alors, il a changé le nom de son cabinet, je ne l'ai pas, mais moi, je pourrais partager ses contacts par mail, si vous voulez. Donc, effectivement, c'est un cabinet qui aide. En fait, c'est un cabinet, mais bon, c'est une personne. C'est un professeur. Monsieur Poussard et Monsieur Rod sont des professionnels de la restauration collective. Ils ont une grosse expérience en restauration collective et ils travaillent depuis plusieurs années à accompagner des communes ou des collèges ou des lycées sur la transition pour un passage en régie. Donc, sur tous les aspects cuisine, organisation RH, organisation des approvisionnements, voilà, à la fois sur un état des lieux de l'actuel, de la cuisine, et le coût de la cuisine actuelle en DSP, et un prévisionnel, une projection de coûts et d'organisation sur une cuisine future, quoi. Et donc ça, c'est vraiment, se faire accompagner, en tout cas sur un projet de passage en régie, c'est essentiel parce qu'en fait, c'est des gros investissements et c'est très technique sur les aspects cuisine, normes, hygiène, organisation. Donc oui, c'est vraiment important. Nous aujourd'hui, on le... de ce partage. Ouais. Aujourd'hui, juste pour vous dire, on le fait encore intervenir, comme on a commencé à travailler avec lui il y a 3 ans, quoi, il y a 2 ans et demi, et on est en toute confiance, et puis il n'a pas d'intérêt financier dans notre projet. On lui demande il nous aide, c'est une aide à la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, on lui demande de faire des interventions comme ça sur l'APS présenté par l'architecte, sur l'APD. Et donc, voilà, ça peut nous coûter 1 000 à 1 500 € d'intervention de cette personne, mais derrière, le budget d'investissement, il se retrouve diminué de 50 ou 80 000 €, donc, parce qu'il a des bonnes idées et des bonnes propositions, donc c'est très intéressant. Ok, merci en tout cas. On va s'arrêter là et justement là on glisse petit à petit vers une autre thématique qui sera l'objet d'une visio flash. Donc c'est pour ça que je vous ai remis la vignette correspondante. Le 14 mars, on va faire témoigner un élu sur son passage en régie au niveau de la restauration scolaire et qui probablement aussi partagera à cette occasion-là l'accompagnement qu'il a pu avoir. Voilà. Pour respecter le timing, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Guénaëlle pour le partage de toute cette expérience. Voilà, en un temps un petit peu record, d'avoir dressé un petit peu, en tout cas, l'intention, les besoins de départ au niveau de votre mandat, comment vous avez été accompagné et comment aujourd'hui vous utilisez cet outil-là pour pouvoir faire vivre vos projets de mandat et pouvoir les financer. Merci à tous et puis bonne journée.